Notre invité ce matin, M. Moussa Mara, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation dans cette émission. C'est un plaisir. D'accord. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller droit au but. En réalité, vous êtes président de parti politique. Oui. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous appartenez encore à la majorité. Non, je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Vous appartenez à la majorité. Non, nous avons Ah quitté bon? la majorité. Vous avez fait une déclaration officielle que vous quittez la majorité. On a quitté la majorité en novembre 2017. 2017. C'est-à-dire il y a plus de 2 ans. Vous avez vraiment quitté la Et majorité. c'est un congrès du parti qui l'a décidé. Et Donc, pourquoi on a l'instance l'impression le que plus- vous êtes plus proche de la majorité Mais que c'est de une très bonne l'opposition? question. En fait, quand vous êtes du côté de l'opposition, vous avez l'impression que je suis de la majorité. Ok. Et quand vous êtes du côté de la majorité, vous avez l'impression que je suis de l'opposition. Donc, ce qui fait qu'en fait, on est au centre. Je ne sais pas si vous avez suivi hier, nous avons un débat en direct à la télé nationale. Et j'étais plutôt avec les gens de la majorité. D'accord. On s'est beaucoup chamaillé sur la participation justement de l'opposition. Moi, je trouve que le fait que l'opposition n'ait pas participé au dialogue, c'est une insuffisance majeure du dialogue. D'accord. Et j'ai tout fait pour que l'opposition y soit. Et j'ai fait aussi des débats avec l'opposition pour leur dire venez au dialogue, c'est votre droit, mais c'est aussi une obligation. Et là, nous nous sommes beaucoup chamaillés parce qu'eux aussi, ils ne voulaient pas venir. Vous aimez ce statut? Cette ligne? Absolument, parce que cette ligne, elle est elle floue est pour très nous. très difficile. Et elle est floue parce que nous avons l'habitude en Afrique d'être dans le combat de boxe. D'accord. Alors que nous sommes un peu plus dans ça. Nous sommes dans le redressement de nos pays. Les centristes. Nous étions, j'aime pas trop le terme centriste, Parce que c'est mais ça, on n'a pas Monsieur le d'autres Président. formules. Voilà. On n'a pas d'autres formules. Mais je vous explique très précisément. D'accord. Nous étions dans la majorité. Et nous avons constaté que la majorité n'a pas la solution au problème du Mali. Et nous avons quitté la majorité avant les élections. D'accord. Et en 2017. Mais au moment où nous disions que nous quittons la majorité, nous avons dit au même moment, nous n'allons pas à l'opposition parce que l'opposition est la majorité dans notre pays. Les deux pôles les plus importants, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. Ce sont des gens qui étaient ensemble dans le même parti politique il y a une vingtaine d'années. En termes d'idées et de programmes, il n'y a pas vraiment de différence. C'est des différences de personnes. D'accord. Donc nous avons dit, nous nous inscrivons dans une troisième voie. Cette Ok. troisième voie, c'est le changement véritable pour notre pays. Et nous estimons que ce changement ne peut être incarné ni par la majorité actuelle, ni par l'opposition actuelle. D'accord. Maintenant, c'est une position qui est un peu difficile parce que et la majorité et l'opposition nous tapent dessus. Mais c'est la montre, c'est la preuve que nous sommes... On va arriver à ce niveau, mais parlons d'abord de ce dialogue. Est-ce qu'il était nécessaire? Il était même indispensable. Le dialogue a été demandé depuis 2012, c'est-à-dire depuis que le Mali a plongé dans la crise, sous une forme ou une autre. Beaucoup de gens ont réclamé le dialogue dans la société politique, dans la société civile, et les pouvoirs respectifs ont tout fait pour éluder, pour ne pas y aller. Même le pouvoir actuel, c'est-à-dire le président Ibeka, il a Pourquoi fallu il y avait quand des même... risques? Les pouvoirs ne vont au dialogue que pratiquement contraints, parce que le dialogue c'est un catharsis, c'est une occasion, c'est presque comme un tribunal, Oui. où on donne la parole à tout le monde sur la marche du pays. Et donc forcément c'est critique. Chacun est libre de faire un réquisitoire contre le Donc du pouvoir. coup les pouvoirs n'y vont que de manière réticente. Donc on a obligé le pouvoir d'Ibeka à Je aller au pense dialogue. que le président Ibeka, voyant la situation se détériorer profondément, y compris la situation sociopolitique, a dû se résoudre à aller dans le dialogue. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est on y est allé pour faire quoi et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a parlé. Vous aviez dit que vous ne m'avez pas vu à la cérémonie de clôture. À la limite, ça, ce n'est pas le plus important. D'accord. Moi, je suis le président de parti politique qui a le plus participé au dialogue. J'ai porté le processus et j'y ai cru profondément et j'y crois profondément. Donc, moi, j'y ai participé, mais il y a des millions de nos compatriotes qui y ont participé. Les gens y ont participé au niveau des étapes décentralisées et nationales, mais les gens y ont participé aussi en envoyant des suggestions sur la plateforme électronique, parce qu'il y avait une plateforme électronique qui a été mise en place. Et je crois qu'il y avait plus d'1,5 million suggestions qui sont arrivées sur cette plateforme. Oui. Donc le dialogue, ça a été un exercice où une bonne partie des Maliens, la majorité des Maliens a participé. On va déplorer toujours la non-participation. Justement, parce que j'allais rappeler, je me dis par exemple que Soumaïla Cissé, c'est le chef de file de l'opposition. Et si nous prenons les résultats de la présidentielle, il a quand même un peu plus de 32% des voix. Ça veut dire que 32% de l'électorat, de la population, disons cela comme ça, malienne, n'a pas participé à ce dialogue, n'a pas été représenté à ce dialogue. Moi, donc ne s'est pas senti concerné par ce dialogue. Moi, je dirais même mieux. Soumaïla Cissé, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il est représentatif. Oui.
Soumaïla Cissé a participé à 3 élections présidentielles dans notre pays. Et à chaque fois, il s'est qualifié au 2e tour. D'accord. Et il s'est même qualifié une fois au 2e tour quand le président actuel, lui, avait été éliminé au 1er tour. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas représentatif. D'accord. C'est pourquoi il aurait fallu faire tout pour qu'il y participe. Est-ce que pour cela, le dialogue a échoué? On ne peut pas dire que le dialogue a échoué. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Puisque le dialogue, c'était d'abord sur comment sortir le pays de crise. Donc c'était d'abord les idées. Si Soumaïla avait participé au dialogue, peut-être que ça aurait été les mêmes idées qui sortiraient. Donc les idées, aujourd'hui, on les a. On a les idées. Ce qu'il faut demander au président et au régime, c'est de tout faire pour ramener les opposants, notamment Soumaïla Cissé. Mais il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Non, c'est parce qu'il est le chef de file qu'on évoque son cas. Il est le plus important des opposants. Il y a beaucoup d'autres. Pour amener les opposants et la société civile qui n'ont pas participé au dialogue dans la phase de mise en œuvre. Donc il faut que nous travaillions à construire. Mais est-ce qu'ils vont, pensez-vous qu'ils vont accepter alors qu'ils n'ont pas participé au dialogue? Mais ça dépend de ce qui va leur être proposé. Vous savez? Ils pourront dire par exemple que ce dialogue n'est pas légitime. Ce que je peux vous dire, oui, si on regarde les conclusions du dialogue et que ces acteurs-là se retrouvent dans les conclusions, vous n'avez pas participé au dialogue, c'est vrai, mais quand on dit qu'il faut organiser des élections législatives, quand on dit qu'il faut relire l'accord pour la paix et la réconciliation, quand on dit qu'il faut que l'armée se déploie sur le territoire, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut avoir un leader de l'opposition qui va être contre cela? Est-ce qu'ils ont eu tort de ne pas participer? Pour moi, ils ont eu tort. Totalement. Je leur ai dit régulièrement, ils ont eu tort. Surtout qu'il y avait la possibilité de venir, de faire valoir ses positions. Cela étant dit, nous ne devons pas les laisser à quai. Et nous ne devons pas simplement dire, comme le président l'a dit, ma porte reste ouverte, venez quand vous pouvez. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas une attitude constructive. Nous devons aller vers eux. Et c'est lui le premier qui doit aller vers eux, c'est le président de la République. D'accord. Comment? Parce qu'il a quand même tendu la main. Il les a appelés. Oui, et lui dit, ma porte n'est pas ouverte, il va quand même pas aller les arracher. Il y a plusieurs façons de tendre la main, il y a plusieurs façons d'aller chercher les uns et les autres. Moi, je trouve qu'il n'a pas suffisamment tendu la main. Et je trouve qu'il n'a pas sincère, fait... Bon, la sincérité, c'est personnel. Il peut être sincère et ne pas faire les efforts parce qu'il a été votre président, avancer. Vous avez été son second dans l'exécutif. Vous le connaissez. Est-ce que quand il dit, ma porte est ouverte, il y a une sincérité dans l'homme? La porte est ouverte, c'est comme moi, ma porte est ouverte. Sauf que la porte ouverte... Oui, mais vous savez de quoi je parle, monsieur le président. Pour une opposition oui, qui est dans une posture de dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon, qui vous a écrit, qui vous a fait des suggestions que vous n'avez pas retenues, si vous dites venez me voir, ils ne viendront pas. D'accord. Aujourd'hui, le président a plus intérêt que tout le monde dans la résolution de la crise. Moi, je pense, c'est lui qui est président. Il faut qu'on essaye de construire les bases d'un nouvel accord politique. D'accord. Sur la base des résolutions du dialogue et sur la base d'un gouvernement d'union nationale à mettre en place et sur la base d'une feuille de route que nous allons nous fixer sur 2 ans, sur 3 ans, afin de contribuer à faire sortir le pays des difficultés. Moi, je suis à peu près sûr que si le président, aborde la question sous cet angle-là, il peut arriver, j'ai la faiblesse de le penser, à convaincre l'opposition de rejoindre le train du Mali en marche vers... Pourquoi il ne le fait pas, le président, à votre avis? À mon avis, pour peut-être 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'a peut-être pas conscience que la crise est aussi profonde que ce que moi je vois. Oui, peut-être, ou vous êtes sûr? Non, je dis peut-être puisque je ne suis pas dans sa tête. Oui, mais c'est lui le président et vous avez encore une fois être son second. Je ne vous demande pas d'être dans cette... Je dis simplement... De par ses actions. Vous êtes un homme politique, vous analysez les faits politiques. Parce que quand vous pensez... Les actions du président démontrent qu'il a conscience de la situation, de la crise au Mali ou pas? Ce que moi je pense, oui, c'est que s'il a conscience que l'existence du Mali est menacée. Moi, je pense que l'existence du Mali est menacée. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il a conscience? C'est pourquoi moi, je vous réponds peut-être. Je ne dis pas il n'a pas conscience ou pas. Si vous analysez les actions du président de la République, les actes politiques qu'il pose. Je comprends ce que vous voulez m'amener à dire. Oui, justement. Et, alors je ne le dirai pas pour la bonne et simple raison que je ne suis pas à sa place. Moi, j'analyse. Vous n'avez pas besoin d'être à sa place pour le dire. Moi, j'analyse et je lui fais une suggestion.
Peut-être il ne l'a pas suffisamment compris. C'est pourquoi j'ai dit peut-être. Vous voulez que moi je dise il ne l'a pas suffisamment compris. Moi j'ai dit peut-être qu'il ne l'a pas suffisamment compris. Non, moi je suis en train de vous demander, est-ce que vous, en tant que président de parti politique, en tant qu'ancien Premier ministre, quand vous analysez la situation, quand vous analysez les actes posés par le président, est-ce que vous pensez, vous pourrez dire qu'il est suffisamment conscient de la situation dans laquelle se trouve le Mali? Moi je vais dire, le président doit faire plus d'efforts pour amener le maximum d'acteurs politiques dans le bateau de la reconstruction. Mais pour le moment, il sous-estime la situation. Pour le moment, il ne fait pas suffisamment d'efforts. Pour le moment, il ne fait pas suffisamment d'efforts. Ce qui ne signifie pas qu'il sous-estime la situation. Qu'il sous-estime ou pas, peut-être, mais qu'il fasse des efforts. Le dialogue est donc passé. On réclame, vous l'avez dit tout à l'heure, là, les élections législatives plus tard, mai 2020. Est-ce possible? C'est possible s'il y a un consensus politique. C'est possible si, sur le plan de la logistique, la relecture du fichier électoral, toutes ces étapes sont franchies. Nous avons une délégation générale des élections qui est en train de travailler sur le fichier électoral. Okay. Selon les informations dont nous disposons, cela sera prêt, on va dire, d'ici mars. Donc ça veut dire qu'en mars, on peut normalement organiser des élections législatives si l'ensemble de la classe politique est mobilisée dans cette direction. Mais si la classe politique n'est pas mobilisée... Qu'est-ce qui empêchera l'ensemble de la classe politique de se mobiliser dans ce sens? Aujourd'hui, la prorogation du mandat des députés a été soutenue par l'opposition. Oui. Ça veut dire que l'opposition n'était pas pour qu'on organise des élections législatives. Ou peut-être la situation qui prévalait. L'opposition a avancé un certain nombre d'arguments. Oui. Il y a la question sécuritaire. Il y a la question du découpage électoral. Oui. Et je crois que ce sont les... Et puis bon, il y a aussi le fait que les élections présidentielles ont été organisées selon l'opposition dans des conditions difficiles. Ce qui n'est pas votre avis. Ne fait pas. Je ne partage pas beaucoup d'avis de l'opposition là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui ont reconnu la victoire du président dès qu'il nous est apparu très clairement que le président a gagné, alors que je n'étais pas avec le président. Mais les arguments qui ont permis la prorogation de mandat des députés, vous ne les partagez pas? Ah, pas du tout. Vous croyez que c'était pas sincère? Pas du tout. Ça ne pouvait pas fonctionner. Moi, je ne suis jamais pour la violation de la Constitution. La D'accord. prorogation du mandat des députés, c'est une violation de notre Constitution. Vous aurez aimé qu'on organise des élections législatives dès 2018. Ce qui n'était pas possible, par exemple, à Kidal. Mais bien sûr. Aujourd'hui, la situation sécuritaire de Kidal n'est pas différente de 2018. Hein? Non. Donc ça veut dire que les mêmes raisons risquent de se poser. Vous savez? Mais aujourd'hui, ça s'est amélioré. Un tout petit peu. Ah, vous pensez? Ah oui, aujourd'hui, par exemple, ils ont participé au dialogue, ils ont fait des promesses. Il y a quand même il y a eu des élections présidentielles à Kidal en 2018. Je suis d'accord. Quand on dit la situation de Kidal, c'est d'abord l'État n'exerce pas sa souveraineté sur Kidal. L'armée malienne n'est pas présente à Kidal. Vous avez des attaques de la MINUSMA et des autres opérations militaires qui ont lieu à Kidal. Donc on ne peut pas dire que la situation de Kidal aujourd'hui est meilleure qu'en 2018. Non, on peut dire que les relations qui existent entre les autorités locales de Kidal et l'autorité centrale de Bamako, ça s'est amélioré un tout petit peu, on ne pourrait pas le dire? Ah, je ne suis pas sûr que ça se soit amélioré. Mais ça, ce n'est pas le débat. Le débat est aujourd'hui, si on doit organiser des élections législatives, il y a d'autres endroits du pays où ça va être difficile de les organiser. D'accord. Mais cela ne doit pas nous empêcher de les organiser. La devise de la République du Mali, c'est un peuple, un but, une foi. Je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali est un peuple? Je pense que le Mali est un peuple, mais c'est un peuple divers. C'est peut-être dans ce détail-là qu'on a du mal à se comprendre. D'accord. Je pense que tous ceux aujourd'hui, même ceux qui se battent pour l'autonomie ou l'indépendance du Nord, appelés Azawad par certains, même ceux se reconnaissent dans le Mali. Vous n'êtes pas copain avec Azawad. Oh, de par votre histoire. On en parler peut-être tout de suite si vous le permettez. Le plus important, c'est l'avenir. D'accord. Nous avons des divergences dans le passé, c'est à ça que sert la politique. Hier, j'ai participé à un débat sur l'ORTM avec un représentant de la CMA. Vous étiez fait obligé. Partie du MNLA, de HCUA. Nous sommes des Maliens. Donc, il faut que, à un moment ou à un autre, on s'asseye et on parle. Oui. On a eu des discussions à Alger, on a eu des accords, on a des divergences, mais nous sommes les Maliens. Et lui, il a dit sur le plateau qu'ils reconnaissent que le Mali est un et indivisible. Donc, y compris eux, a fortiori, là où il y a des conflits intercommunautaires, Peul, Dogon et autres, tous ces gens-là se réclament du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali est divisé. Vous le direz? Le Mali est divisé pour des raisons sociopolitiques, mais l'unicité du Mali n'est remise en question par personne aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important. Donc, quand on dit le Mali est divisé, vous êtes d'accord ou pas?
Mais vous savez, ça pourrait être valable pour la Guinée non, aussi non, aujourd'hui. non, non, monsieur le Président. Il n'y a pas de guerre, de guerre au nord de la Guinée. Où les Maliens sont divisés pour des raisons sociopolitiques. Mais dans leur division, ils reconnaissent que le Mali est indivisible. C'est pourquoi je pense que nous devons nous asseoir. Aujourd'hui, la majorité et l'opposition sont divisés. Mais tous deux se reconnaissent Maliens quand même. Mais ils ne prennent pas les armes. Ce n'est pas le même cas que Kidal, par exemple. À Kidal, vous-même, vous l'avez reconnu, l'autorité centrale ne s'exerce pas là-bas. Ceux qui prennent les armes ont dit, lors du dialogue, et ils l'ont dit hier à la télé, qu'ils ne remettent pas en cause l'unicité. Ça, ce sont des dits. Si on écoute les discours, vous savez ce qui est sorti des discours. Parfois, vous-même, vous n'y croyez pas. Faites confiance aux dires et suivez les actes. Suivez les actes de ceux qui vous leur faites confiance, monsieur le Président? Mais je leur fais confiance. Ils ont d'abord signé un accord. Oui. Ça, c'est un acte. Ils sont engagés dans un processus. Dans ce processus, il y a certains d'entre eux qui font du dilatoire. Mais ça existe partout. Quand vous signez un accord politique en Érythrée, c'est la question que je vous pose. Vous avez des gens qui sont de mauvaise foi. Ils ont dit des discours. Est-ce que vous les croyez? La mauvaise foi se vérifiera dans l'application. Est-ce que vous les croyez? Vous? On fait confiance à ce qu'ils disent. D'accord? On sait pertinemment que certains parmi eux n'ont aucun intérêt dans la paix. On le sait. Il faut être naïf pour le penser. Mais il faut avancer. Et quand on va avancer, au fur et à mesure, on se rendra compte de ceux qui sont de mauvaise foi et on les mettra de côté. Si aujourd'hui vous étiez à la place d'Ibeka, parce que vous avez quand même tenté d'être président, si aujourd'hui vous étiez président, quelle est la décision fondamentale que vous auriez prise aujourd'hui pour la situation, pour régler la situation du Mali? Aujourd'hui, ce que le président Ibeka a fait, c'est qu'il a une bonne base en termes de suggestions pour aller de l'avant. Ça, c'est le dialogue national. C'est de prendre les conclusions du dialogue et d'essayer de construire un consensus sociopolitique autour de ces conclusions, de leur mise en œuvre. Il doit construire politiquement la mise en œuvre du dialogue. Dans la mise en œuvre du dialogue, il y a la relecture de l'accord, il y a la mise en œuvre de l'accord, je suis d'accord, ça il y a vous avez le désarmement des groupes. Mais vous voyez la différence entre les deux questions, c'est quoi? C'est que vous, le IBK a bien fait jusque-là, dans ce cas? Vous aurez exactement pris, vous aurez pris les mêmes décisions exactement. Personnellement, moi j'aurais tout fait pour que l'opposition participe au dialogue. Mais ce que je dis, vous aurez pris... Y compris en repoussant encore le délai de la phase nationale. C'est pourquoi je vous pose la question. Si vous étiez président aujourd'hui du Mali, supposons qu'en 2018, c'est vous qui avez été élu. Non. Depuis 2018, vous êtes président. Quelle est la décision que vous allez prendre? Nous sommes le lundi 23 décembre 2019. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Le 23 décembre Vous redirigez ma question, président. Ce n'est pas ça. Non, vous parlez d'aujourd'hui. Je parle pas de la journée d'aujourd'hui. Ou bien ce que j'aurais dû faire en janvier 2018 ou en janvier 2019. Non, donc soyez plus clair dans votre question. Je suis très précis dans la question parce que je suis en train de dire si vous étiez à la place d'Ibeka aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Vous parlez d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'auriez-vous fait? Aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je ferais? Puisque là, on est en train de parler d'aujourd'hui. D'accord. Je parle d'abord du dialogue. Parce que le dialogue s'est achevé et il y a eu des millions de suggestions qui ont été synthétisées, 4 résolutions majeures, une centaine de recommandations. Moi, président de la République, je prends cette conclusion. Je vais aller voir ceux qui n'ont pas participé au processus, mais qui peuvent partager la conclusion. Je vais leur dire, vous n'avez pas participé au processus, je suis d'accord. Mais dans la mise en œuvre, votre présence est indispensable, sinon le pays ne s'en sortira pas. Comment on doit construire? Est-ce qu'on doit faire un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'on doit s'entendre sur un premier ministre? Est-ce qu'on doit poser des actions dans tel sens ou dans tel sens? Mettons en place un accord politique qui va gouverner nos relations dans la mise en œuvre du dialogue pendant les 3 prochaines années jusqu'à la fin de mon mandat. Moi, je serais Ibeka, c'est ce que je ferais. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que Ibeka a été un bon président jusque-là? Mais pourquoi vous voulez qu'on juge quelqu'un qui est au début de son 2e mandat? Ce qui est sûr. Vous savez qu'il est au début de son 2e mandat, mais il a fait un premier mandat. Il a fait quand même plus de 6 ans pour très clairement. Ce qui est sûr, le premier mandat a été un échec. Moi, je suis très clair. D'accord. Et c'est parce que le premier mandat a été un échec que moi, j'ai soutenu un candidat pour que ce candidat soit président et donc que Ibeka ne soit pas président. Et j'ai fait campagne pour que Ibeka ne soit pas président. On a compris cela. Donc je suis très clair, je le dis. Maintenant, le président a un 2e mandat. Il a pris les bonnes décisions, Ibeka. Le premier mandat a été un échec. Le 2e mandat est au début. Ce début-là vous rassure? Mais il y a eu le dialogue national. Ça vous rassure donc? Mais le dialogue national aujourd'hui, Président, pourquoi vous ne répondez pas à la question? Majeur.
Ça me rassure, mais ça à 200%. À 200%, d'accord. Oui. C'était aussi simple de dire que oui, les décisions qu'il est en train de prendre me rassurent pour l'avenir du Mali. Pour le dialogue national, oui. Seulement pour le dialogue, pour autre chose sûr. comme quoi, par exemple? Non, ça n'entrons pas dans ce Pourquoi détail. on n'entrera pas dans ce détail? Non, parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est le plus important surtout. Non, vous savez pourquoi c'est pas important. Vous avez été son premier ministre quand et vous êtes un homme politique, divers... Quand vous êtes un homme politique, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. En prenant comme base des leçons d'hier. D'hier, justement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demain par rapport à l'accord de paix? Je vous donne un exemple très précis. Les Maliens ont dit depuis longtemps que cet accord, ils ne le connaissent pas. C'est vrai, ils ne le connaissent pas. Donc le président n'a pas pris suffisamment de mesures pour que l'accord de paix soit expliqué aux Maliens. Vous avez 80% de nos compatriotes qui rejettent l'accord. Et dans les 80% qui rejettent l'accord, il y a une bonne moitié qui ne l'a même pas lu. Vous êtes parmi ceux qui rejettent l'accord ou vous êtes... Moi, j'ai participé à la rédaction de l'accord. Je ne peux pas le rejeter. Bien sûr. Moi, j'ai fait plus pour la promotion de l'accord que le gouvernement malien. Ça, je peux vous le dire. Parce que je tourne dans le pays régulièrement. Des préfets, des sous-préfets n'ont même pas la copie du rapport, de l'accord. Moi, j'ai donné des copies aux l'information. Donc, le gouvernement n'a pas suffisamment soutenu l'accord. Et le gouvernement, c'est quand même le président. Maintenant, le dialogue dit, il faut relire l'accord. Le dialogue dit, il faut aussi vulgariser l'accord. Voilà une conclusion qui permet de constater que par le passé, ça n'a pas été bien fait. Vous me suivez? Je vous suis. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas de regarder l'eau versée. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui. Donc le président a une chance historique. Il vient d'engager un processus qui a eu l'assentement de la majorité de nos compatriotes. Parce que la majorité des Maliens ont participé au dialogue. C'est vrai. On aurait voulu que ce soit l'unanimité des Maliens. Que ce soit vraiment avec tout le monde. Il se trouve que certains n'y ont pas participé. Le président ne doit pas oublier que ces certains qui n'ont pas participé sont importants dans la conduite. Donc il doit tout faire pour les prendre dans le train de la mise en œuvre de l'accord. Et il peut le faire. D'accord. Voilà ma position. Monsieur Moussa Mara. Vous avez vu que c'est clair? Oui, je vois. C'est clair surtout pour vous, mais pour nous, il reste des ambiguïtés dedans, même si vous voulez pas, même si vous voulez pas. Oui, c'est ambiguïté. Oui, je sais. C'est ce que vous êtes en train d'utiliser. Vous l'utilisez bien, monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre. Depuis que vous avez quitté la primature, vous devenez quoi? D'abord, vous êtes dans mon bureau d'expert comptable. Je suis expert comptable. Oui, donc vous avez un boulot. Dans la classe vous n'êtes pas politique, un président chômeur. Voilà, dans la classe politique, je fais exception. C'est que beaucoup de politiciens, je dirais pas la majorité pour ne pas écorcher les sensibilités des uns et des autres, beaucoup de politiciens au Mali sont des politiciens professionnels. C'est-à-dire ils n'ont pas autre chose à faire que politique. Moi, je suis un expert comptable. Je vous ai reçu dans mon cabinet. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas beaucoup de temps pour... Non, ça veut dire que j'ai quitté la primature exactement le 8 janvier 2015. C'était un vendredi. Et le 9 janvier 2015, samedi matin, j'étais ici. Et depuis le 9 janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'occupe ma fonction d'expert comptable. D'ailleurs, je vous ai expliqué que j'ai raté en partie la phase nationale du dialogue parce que je suis allé assister au conseil des ministres du SILS, qui est un client de mon cabinet à Ouagadougou. C'est ce qui a fait que j'ai raté. Ce qui s'est passé à Kidal, vous voulez qu'on revienne là-dessus, juste 2 mots? Non, vous pouvez aborder toutes les questions que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez aujourd'hui que vous n'êtes pas à la primature? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans ce qui s'est passé à Kidal? Personnellement, dans les décisions que vous avez à prendre. Personnellement, ce que je regrette, c'est que la visite ait conduit à la perte en vies humaines parmi des civils, et notamment des préfets, des sous-préfets, qui ont été assassinés froidement par les groupes armés. Les groupes armés aujourd'hui qui sont à Kidal, c'est eux qui ont assassiné froidement des préfets, des sous-préfets et des personnes qui étaient dans le gouvernorat quand je suis venu faire une réunion et quand je suis reparti. Ils sont venus, ils les ont assassinés. Moi, je regrette cela. Si on commence au début, est-ce que vous aurez reporté ce voyage? J'ai eu à dire plusieurs fois, et je vous le dis droit dans les yeux, oui. Si je devais refaire le voyage, je le referais. D'accord. Parce que ce voyage-là n'était pas un voyage de provocation, comme beaucoup de gens l'ont présenté. C'est un voyage qui a été décidé en Conseil des ministres. Donc avec l'assentiment du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Et il se trouve que Kidal fait partie du Mali. Oui. Reconnu par les groupes armés eux-mêmes. Même du temps où, au moins, quand j'ai fait le voyage, c'était reconnu par les groupes armés parce qu'ils avaient signé l'accord de Ouagadougou en 2013 qui reconnaît l'intégrité de notre territoire.